Alors, en fin de journée, on se pose des questions topiques, des questions plus globales sur les enjeux éthiques et d'autres enjeux encore. Et on va le faire avec Mélanie Clément-Fontaine et Christine Balaguer. Venez me rejoindre. Je vais mettre la main. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Je vais me mettre là, installez-vous là. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Je vais en avoir besoin. Merci, mademoiselle. Je vous présente l'une et l'autre. Donc, à ma gauche, Mélanie Clément-Fontaine. Vous êtes professeure de droit privé à l'UVSQ, directrice donc de l'université Versailles-Saint-Quentin. C'est pour les, voilà, je vois très bien pour les intervenantes. Directrice du laboratoire droit des affaires et des nouvelles technologies, le DANT, et vous faites partie donc de l'université Paris-Saclay. Et vous êtes spécialiste de ce sujet, vu sous un angle juridique, de ce sujet des données, de leur traitement, de leur accessibilité, de leur nature. Et puis, à votre gauche, Christine Balaguer. Christine Balaguer, vous êtes professeure à l'Institut Mines Télécom Business School et titulaire de la chaire Good in Tech. Good comme good, in comme IN et tech comme la tech. Je vais vous passer le micro. Christine Balaguer, on va commencer avec vous. Une des questions, donc voilà, on se pose des questions juridiques, éthiques, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur autour de tous nos sujets. Alors, on voit là au cours de toute cette journée, à quel point des processus informatiques sont capables d'apporter des solutions, des visions nouvelles, des maladies, des processus biologiques, de la manière de faire de la médecine, etc. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une sorte de médecine data-driven, dirigée par la donnée finalement? Ou est-ce que la machine ne prend pas davantage le pas, ne prend pas davantage de poids? Est-ce que pour vous, ça pose des questions d'ordre éthique? Oui, merci de m'avoir invité à ce colloque. Évidemment, ça pose des questions éthiques. On est probablement à une période extrêmement intéressante où cette médecine basée sur les données et les algorithmes permettent des innovations considérables. Ce matin, j'étais en colloque de la Haute Autorité de Santé où il y avait Anita Bourgoun de Necker qui a mené des recherches incroyables sur les maladies rares et puis sur tout un tas de maladies en termes de... Vous auriez dû venir ici. Ici, on avait Manolis Kelly. Écoutez. Voilà, en termes d'algorithmes prédictifs. Juste en introduction, ça pose quand même deux grandes questions. Le fait d'être dans cette médecine data-driven. La première, c'est les questions de la place de l'humain. Dans la manière dont ces algorithmes sont utilisés, notamment la déshumanisation de la relation patient-médecin, le médecin qui va de plus en plus utiliser les résultats de l'algorithme en termes de système d'aide à la décision, la compréhension du patient par rapport à ce domaine-là qui est aujourd'hui quasi nul. Donc, comment on va expliquer les résultats et puis, quelle est également, du côté du professionnel de santé, la place humaine du médecin. Quelle est la part humaine du médecin dans toutes ces décisions? Ça pose un certain nombre de questions. Et puis, plus globalement, on passe quand même d'une génétique qui est une génétique qui était jusque-là plutôt explicative des maladies à une génétique qui est plutôt prédictive. Donc ça, c'est une deuxième question, effectivement. On passe d'une médecine explicative à une médecine prédictive. Et pour vous, ça, c'est un saut quantique, c'est quelque chose d'important qui change des choses du point de vue éthique et dans la relation patient-médecin, etc. La question qui se pose derrière, c'est l'implication sur les professionnels de santé, et notamment probablement une tendance interventionniste plus forte que dans des médecines traditionnelles. Et je donne 3 exemples quand même que j'ai vus cette semaine d'algorithmes. Alors, on n'est pas dans la génomique, mais pour quand même cadrer le sujet. Le premier, c'est un algorithme qui est utilisé dans certains hôpitaux américains où, en cardiologie, où quand on arrive à l'hôpital, eh bien, l'algorithme calcule une probabilité de mourir dans l'heure qui suit. Et donc, en fonction du résultat, on est traité... En fonction de quoi, d'où Jésus ? En fonction des données qui sont dans les bases de données, des entrepôts de données de l'hôpital, plus les données quand on arrive. Et donc là, en fonction du résultat, on est traité prioritairement ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est dans les faux négatifs ?
Et puis d'autres cas qui sont des cas français, hein, par exemple des algorithmes qui permettent de calculer aujourd'hui les taux de survie en cas de greffe du rein. Ce sont des algorithmes faits par une société qui s'appelle Sibyltech, c'est 10 ans de recherche en médecine. La question, c'est que voilà, on oriente totalement le choix des patients et dans le cas de la greffe. On oriente le greffon, quoi, finalement. Est-ce qu'on va attribuer un greffon à tel ou tel patient? Hein, donc c'est l'attribution du greffon à tel ou tel patient. Alors on peut se dire aujourd'hui, comment ça se passe? Le chirurgien à 4 heures du matin reçoit un appel et oriente vers tel ou tel patient. Donc c'est peut-être mieux, mais ça pose quand même des questions éthiques. Voilà. Et puis un dernier exemple encore plus important, c'est une société qui s'appelle Braintail, française, qui a développé un score qui permet dans les services de réanimation de dire si, je caricature pour provoquer un peu, grosso modo, on débranche le patient ou on ne débranche pas, c'est-à-dire que cet algorithme prédit si le patient va sortir du coma ou pas sortir du coma. Voilà. Et donc là, ça pose quand même des questions sérieusement éthiques. Voilà. Et donc, pour revenir quand même sur le séquençage, il y a évidemment beaucoup d'enjeux aussi dont on va discuter. Alors, il y a 4 principes d'éthique en santé: justice, équité, autonomie du patient, je suppose, bienfaisance et non-malfaisance. Et vous dites que l'irruption de l'intelligence artificielle dans ce domaine de la santé est de nature à... comment dire? Vous avez utilisé un terme fort. Vous avez dit menace. Menace chacun de ces postes, de ces 4 postes. Oui, alors ces principes, ils nourrissent beaucoup de rapports aujourd'hui quand même. Ils ont nourri le rapport européen du High Level Group d'experts sur l'intelligence artificielle. Il nourrit aussi beaucoup de publications. Mais ces principes, ils sont quand même très propres à la santé. Hein. Donc c'est intéressant de voir comment ils se posent dans le cadre du séquençage. Alors, si on les prend, la justice et équité, voilà, à quoi est-ce qu'on pense là? Donc l'équité, c'est le fait de traiter tous les patients de la même manière, hein, en tout cas d'être juste dans la manière dont on pratique la médecine. Et donc, alors même qu'on sait un certain nombre de choses sur leur génome et sur... Voilà. Et donc se posent les questions de biais. Donc le premier biais, Florence en a parlé tout à l'heure, hein, c'est garbage in, garbage out, c'est-à-dire si on n'a pas des données de qualité au départ, bien l'algorithme effectivement va pas être de très bonne qualité. Il y a également tous les biais qui sont les biais de variables omises, hein, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, parfois anonymiser des algorithmes, des données, et donc là, on peut entraîner un peu plus de discrimination. On a des biais de sélection ou des biais encore d'endogénéité, c'est-à-dire qu'on se base sur le passé pour prédire le futur, alors que peut-être que les anticipations du futur sont plus précises. Et puis, il y a toute la question de la sécurité des données, du stockage des données, et notamment sur, évidemment, les données génétiques, qui accède à ces données, et ça pose des questions éthiques majeures aujourd'hui. Voilà. Il y a la question de l'autonomie, on voit les 4 l'un après l'autre. Oui, sur la question de l'autonomie, elle se pose autant du côté du professionnel de santé finalement que du côté du patient. C'est cette idée d'une automatisation de la décision quelque part, et donc jusqu'où on va dans l'automatisation de la décision et quelle est la liberté qui reste au médecin, hein. C'est-à-dire que si, notamment je prends l'exemple que je vous citais tout à l'heure, dans le service de réanimation, lorsqu'on a un algorithme, lorsque tout va très vite et lorsqu'on a un algorithme qui donne un chiffre, voilà, quelle va être la part de la réaction humaine du médecin par rapport aux chiffres donnés par l'algorithme. Et pareil, hein, par rapport aux interventions dont je parlais tout à l'heure, les résultats du séquençage peuvent, encore une fois, générer des interventions pas forcément toujours nécessaires. Et donc, on a donc cette question côté professionnel de santé qui se pose aussi question patient. Hein. Quelle est la liberté d'agir du patient dans un univers de génomique où en fait il devient des probabilités, hein, il devient 35% d'avoir telle maladie, 40% d'avoir telle autre, etc. Donc évidemment ça peut générer beaucoup de stress chez les patients. Comment on explique ces résultats et quelle est aujourd'hui la liberté d'agir du patient dans la construction de son programme d'accès aux soins dans cet univers où il n'est que data.
Voilà. Et donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Après, le troisième élément, c'est tout ce qui concerne l'opacité de ces systèmes. Donc ça, c'est une question bien connue. Et Blaise a présenté un résultat sur l'explication de ces algorithmes. Donc c'est tout un courant qui se développe, mais c'est extrêmement important. Et c'est important d'essayer quand même d'expliquer le fonctionnement, notamment dans la communication aux patients, comment on va communiquer, le fait que quand même les algorithmes se trompent aussi. Donc est-ce qu'on donne les faux positifs, est-ce qu'on se donne les faux négatifs, comment on va expliquer ça aux patients. La communication, elle est quand même très importante en termes d'acceptabilité côté patient. Et puis on sait qu'une donnée génomique, c'est aussi une donnée évidemment qui va toucher le patient, mais va être aussi une donnée sur sa famille, sur ses parents, sur ses frères et sœurs, etc. Et donc la conséquence, je dirais, de cette information peut être absolument majeure en termes d'impact. Et donc, comment on explique ces résultats, c'est vraiment très important. Et le deuxième volet, c'est l'explicabilité pour les professionnels de santé. Sur les hôpitaux qui ont testé les algorithmes, par exemple, sur le greffon ou dans les services de réanimation, eh bien, quand même, quand là, on dit c'est une décision de vie ou de mort du patient, même le médecin demande à savoir comment un tout petit peu ça marche. C'est-à-dire quelle est la qualité du résultat qu'il a. Et donc, il faut essayer un peu plus d'expliquer ces algorithmes. Ça n'est pas simple du tout, voilà, mais il y a des travaux en cours. Alors, on va y revenir sur les travaux en cours, hein, bien sûr, sur quelles solutions est-ce qu'on peut apporter. Parce que finalement, là, en tant qu'éthicienne, on a parlé beaucoup des difficultés, des écueils auxquels on doit faire face. Il y a des solutions qu'on peut proposer. Peut-être qu'on y reviendra au moment des questions. On va passer à Mélanie Clément-Fontaine, si vous voulez bien. Donc vous, voilà, juriste. Hein. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé de biologie, de génétique, d'informatique, d'intelligence artificielle, de sciences du numérique. Et le juriste, alors, quelle est sa place là au milieu de ces personnes qui se parlent entre elles? Quel peut être votre rôle et votre regard? Bien. De plus en plus, j'ai le sentiment qu'on on aborde la recherche dans une démarche pluridisciplinaire. Et si bien que la recherche ne se fait plus en silo, dans sa spécialité, mais on va dialoguer. Et évidemment, les juristes ont mauvaise presse. Je n'ai pas pu assister à la journée entière, j'ai pu arriver que tardivement, mais le peu que j'ai entendu, il y a eu quelques remarques en disant oui, là, il y a un règlement qui nous empêche de faire ce qu'on souhaite faire, ou telle règle va aussi freiner finalement les expérimentations qui sont faites. Alors, si on dépasse ce blocage, cette stigmatisation du droit comme un empêcheur d'eux, et qu'on comprend que en fait, le droit n'est là que pour traduire des choix de société, et donc ce sont des choix qui sont adoptés en commun aussi, puisque c'est pas un individu qui impose, sauf à être dans une dictature, mais dans une démocratie en principe, ce sont quand même des règles qui représentent la population, le choix de la population. Eh bien, si on part de ce postulat, eh bien, on peut penser la recherche dans tous les domaines par le prisme de ces choix de société. Voilà. Et donc, le juriste peut être là pour dialoguer et pour dire, il y a eu ces choix-là, et donc, est-ce qu'on peut orienter nos recherches de sorte qu'on ne va pas... Soit compatible. Voilà, on ne va pas aller à l'encontre des principes qu'on a adoptés en société. Alors tout de même, est-ce que les avancées de la technologie peuvent pas, et les connaissances, de temps en temps, bousculent l'édifice juridique? C'est-à-dire qu'on on avait une construction juridique, et d'un seul coup, on se dit, bon, voilà, on peut pas laisser ça comme ça, quoi. Il faut évoluer. Mais le droit ne cesse d'évoluer, en définitive. C'est une matière vivante. Le droit suit l'évolution de la société. Alors, ça ne veut pas dire que les règles de droit ne font que traduire les changements. C'est aussi un guide, c'est-à-dire qu'on s'entend sur des principes, et donc là, par exemple, on va s'entendre sur le principe de la dignité humaine, de la protection de la vie privée des individus, et par voie de conséquence, eh bien, on va poser des règles quant à l'usage de données. Bon.
évidemment que ça rentre parfois en contradiction avec des techniques qu'on développe et des techniques qui reposent sur le traitement de données. Et donc là, il y a un dialogue à mener pour savoir si c'est un coût-avantage. D'ailleurs, quand on adopte une loi, maintenant, on fait un travail de coût-avantage, en se disant, est-ce que cette loi apporte plus qu'elle ne pose de problèmes, finalement. Dans le meilleur des cas, elle n'en pose pas. On sait bien qu'évidemment, elle va avoir des incidences. Est-ce que ces incidences valent la peine dans notre projet de société? Il y a le cas où l'innovation, à l'inverse, je dirais presque, rencontre ce qu'on appelle communément un vide juridique. D'un seul coup, on ne sait plus quoi faire, on n'y avait pas pensé. Et de nouvelles questions sont finalement posées par ces innovations. Comment est-ce qu'on traite ces vides juridiques? Alors, il y a des questions auxquelles on n'avait pas pensé. De là à dire qu'il y avait un vide juridique, évidemment, on aura tendance à dire non, parce qu'il n'y a pas de vide juridique dans la mesure où, quand un problème, et notamment le juge est saisi d'une question, il a l'obligation de répondre. Ouais. Donc il va puiser dans le droit. Et donc il va, la notion de vide juridique, vous ne l'utilisez pas du coup? Non, ça n'existe pas en droit. Ça existe. Ceci dit, dans les dispositifs de la loi, parfois on voit qu'on parle de vide juridique. Et dans tout le... Il y a effectivement tout un discours qui va justifier l'innovation en disant il y a un vide juridique face à cette innovation. C'est un discours qui justifie parfois l'adoption de règles dans l'urgence. En définitive, il n'y a pas de vide juridique, puis il y a toujours une règle que l'on peut utiliser pour répondre à une question. Parfois, cette règle, il va falloir l'interpréter de sorte qu'elle va permettre de trouver une réponse à une question inédite. Et c'est donc le travail du juge. Et parfois, eh bien, on se dit, c'est pas au juge, finalement, à force d'interpréter, d'être source de droit. C'est pas son rôle. Donc là, vient le rôle du législateur qui va, lui, poser cette règle, va réfléchir sur une nouvelle règle pour faire évoluer le droit. Mais donc, il y a ainsi toute une pléiade de mécanismes qui permet, en tout cas, à chaque fois que se pose une question juridique, de pouvoir au moins y répondre. Donc vous publiez à l'occasion des articles de réflexion, d'analyse, de droit sur des questions liées justement aux nouvelles technologies. Et pour les publier, pour alimenter cette réflexion, vous rencontrez beaucoup des biologistes, des généticiens, des informaticiens, des bioinformaticiens, par exemple. En tout cas, vous rencontrez les chercheurs, les sociologues encore, etc. Alors, la recherche, me semble-t-il, a beaucoup évolué ces dernières années. C'est-à-dire que on a un système universitaire très articulé autour des domaines et des matières. Pour autant, si l'on voit tout ce qui est à l'initiative de projets de recherche, eh bien, il y a toujours ce volet transdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Et donc, des agences comme l'ANR ou encore les instituts comme DataIA poussent à la pluridisciplinarité. Donc moi, depuis le début de mes travaux, j'ai cette impétence à travailler avec des chercheurs d'autres disciplines. Ça n'a pas toujours été compris, mais aujourd'hui, c'est ce qui est demandé. Voilà, vous voyez, demandez quoi, vous voulez dire par l'ANR, etc. Voilà, c'est ça. Il y a une vraie, officiellement, il y a cette volonté, c'est ça? Il y a une vraie incitation au travail, au projet pluridisciplinaire. Au niveau de l'Europe également. Donc je pense que l'avenir est là. Après, on a tout un système, une organisation institutionnelle, universitaire, qui est encore très ancrée par discipline. Oui. Encore peut-être un peu trop. OK. Voilà, on se pose des questions d'éthique, des questions d'ordre sociétal. Je voudrais juste rajouter une chose, parce qu'on a parlé d'éthique, et je vous en avais parlé, et ça me tient à cœur. C'est très symptomatique de ces domaines innovants
où le droit est compris comme un obstacle. Et donc, on remarquera que dans toutes ces questions, on va parler d'éthique plus de droit. Et je pense que c'est une façon aussi d'édulcorer des questions fortes. Quand vous dites on, c'est les chercheurs eux-mêmes qui ont envie de... Non, en général, ouais, les chercheurs, c'est vraiment... Bon, les chercheurs vont parler d'éthique si on leur parle d'éthique, mais même au niveau européen, les travaux qui sont menés, on ne parle que d'éthique, en disant, bon, ben, le droit viendra après, c'est trop tôt, c'est trop... on est encore trop dans le flou pour pouvoir Parce que le droit fige, l'idée c'est que le droit fige. Le droit figerait. Alors que l'éthique, elle est... Alors qu'on a vu qu'en bioéthique, sachant que les évolutions allaient vite, on a dit, bon, bah, les règles qu'on pose, elles ont une durée de vie sans doute de 5 ans maximum. Et 5 ans après, bah, de toute manière, il faudra y repenser. On révise les lois de bioéthique. Voilà. Et entre-temps, bah, on a un conseil d'éthique qui va être un peu l'observateur de ce qui se passe et éventuellement signaler quand il y a des soucis. Ben, je pense que dans les matières telles que l'IA, telles que le numérique en général, eh bien, c'est exactement le même procédé qu'il faudrait mettre en œuvre. Et vous êtes une promotrice de ce système, voilà, où on a un rendez-vous régulier, dans ces domaines en mouvement très intense, où on fixe on se repose des questions d'éthique et légales et réglementaires. Je me méfie du droit mou qui consiste à dire on va se mettre d'accord. Mais qui va se mettre d'accord? Qui décide quand on parle d'éthique? Qui va finalement dire bah ça, vous voyez, je suis de bonne volonté, je fais ça. Mais est-ce que c'est satisfaisant pour le bien-être collectif? Voilà, c'est juste qui à un moment décide du bien-être collectif. Et on a des systèmes démocratiques pour prendre compte de ce bien-être, ces choix collectifs. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces choix soient finalement ceux d'individus. Alors, quand je parle d'individus, je parle d'entreprises, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ça reste des intérêts individuels. Juste sur les enjeux d'éthique, justement, et des lois sur la bioéthique. Donc, il y a le CCNE, évidemment, qui a remis le rapport 129. Et il y a une organisation qui s'appelle la CERNA, Comité d'éthique de la recherche sur le numérique, dont j'ai fait partie, et qui est allé voir le CCNE en disant les enjeux du numérique sont très importants dans la santé, et donc il faut y réfléchir. Le Comité consultatif national d'éthique. Voilà. Et donc, ça a donné lieu à un rapport qui a été remis l'an dernier, qui s'appelle Numérique et santé, sur juste comment on peut penser dans la révision de la loi des bioéthiques les enjeux de numérique et santé. Et donc le séquençage du génome fait partie de ces réflexions. Et ça, quand même, pour dire qui travaille, enfin qui quelque part peut dire. Donc, il a été décidé récemment que, en fait, le CCNE, il y aurait un comité dédié à la question du numérique et des enjeux de santé, qui est un sujet que traitait très peu le CCNE jusque-là, y compris d'ailleurs dans sa composition. Voilà. Et donc, il me semble important qu'en fait, les choix éthiques qui sont faits sur ces grandes questions, qui sont des questions qui doivent être débattues, ça a été la démarche du CCNE que de faire des débats partout en France, etc., pour les lois de révision bioéthique, comportent aujourd'hui les questions de numérique parce qu'elles deviennent absolument majeures, en particulier, évidemment, sur la question de la génomique. Et derrière le séquençage se pose aussi énormément de questions en termes d'inégalité entre les individus et de discrimination entre les individus, en termes d'inégalité d'accès à ces soins, selon les territoires. Est-ce que finalement, dans les données, on a tous les types de populations ou pas tous les types de populations? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont extrêmement démunis, qui ne vont pas forcément... qui ne sont pas dans des hôpitaux où en fait il y a des bases de données aussi sur eux, etc., etc. Donc ça crée quand même en termes de conséquences beaucoup de discrimination et d'inégalités, et jusqu'à même des inégalités ou des discriminations qui peuvent venir de l'algorithme lui-même. Il y a eu un article très récent dans Science qui montre, alors c'est sur un autre sujet, mais qui montre quand même que ces algorithmes d'intelligence artificielle, en tout cas aux États-Unis, discriminent les populations noires et les populations blanches,
blanches. En 2 mots, les populations noires aux États-Unis sont beaucoup plus malades que les populations blanches, donc elles devraient recevoir un accès aux soins ou une aide pour les soins plus importante que les populations blanches, et c'est l'inverse. Et donc ça vient juste de la fonction que maximise l'algorithme, qui n'est pas la bonne. Hein. L'algorithme utilise un proxy de la santé qui est en fait plutôt lié au coût qu'au nombre de maladies qu'a l'individu. Et donc ça pose vraiment des questions. Et donc ce que montre aussi cet article, c'est que si on redresse l'algorithme, et donc il y a tout ce courant aujourd'hui sur comment on débiaise les algorithmes, eh bien plutôt que d'aider 17% de patients noirs aux États-Unis, il faut en aider presque 50%. Donc ça change complètement voilà, la pensée sur le système de soins. Donc c'est quand même très très important de penser ces questions. Intervention peut-être de la salle, si quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer. Je vous passe. Oui, je vais garder le micro. Donc on n'en a que 2. Alors je vais me débrouiller là pour l'occasion. Dans votre article de Science, qu'est-ce qui a changé dans l'algorithme pour passer de 17 à 50%? En fait, il le débiaise, l'algorithme. En fait, ce qui montre, c'est que l'algorithme ne prend pas les données réelles de mauvaise ou bonne santé des individus. Il prend un proxy qui est en fait le coût que ça représente. Et comme en fait aux États-Unis, les populations blanches et noires n'ont pas le même accès à la santé, ben finalement, les coûts pour les populations noires sont inférieurs aux coûts pour les populations blanches. D'où l'algorithme qui est utilisé massivement aux États-Unis et qui finalement donne un accès aux soins moins important aux populations noires qu'aux populations blanches. Et donc, il débiaise cette information. Et donc, il n'utilise pas le proxy qui est le coût. Il va rechercher dans les données. Il a reconstitué une base de données réelle de nombre de maladies entre les différents types de populations. Et donc, il recalcule de manière non biaisée les résultats. Alors, avant d'entendre Antoine Danchin, une dernière question. Juste une seule question. Il me semble que la question de la confiance et de la construction de l'algorithme est centrale en matière décisionnelle et que, par ailleurs, pour ce qui concerne la médecine, les médecins ont toujours voulu prédire à partir d'observables. Une prise de sang permet de prédire l'impact de la maladie en cours et son décours. Est-ce que ça va durer 1 heure, 1 semaine ou 1 mois, et prendre des décisions éclairées qui sont souvent empiriques. D'ailleurs, sans même avoir des causalités, on peut prendre une décision qui est une bonne décision, appuyée sur de l'empirisme. Donc en la matière, je crois qu'un médecin serait tout à fait appuyé positivement par des algorithmes, étant entendu qu'on comprend les biais dans leur constitution et les questions qui sont posées auxquelles cet algorithme répond. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de fond sur le moyen qu'on utilise pour prédire, puisque ça a toujours existé. Toujours. On s'est appuyé sur la couleur des yeux, la couleur des urines, l'odeur, etc., pour prédire. Maintenant, la question de fond, c'est qu'est-ce que ces algorithmes nous apprennent ? Voilà, mais même la confiance qu'on peut leur accorder. Médical, quelque part, hein, c'est un raisonnement. Voilà. Et donc, la question qui se pose, c'est la place que ça prend. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des machines qui vont être de plus en plus nombreuses, hein, des systèmes qui sont des systèmes, des tableaux de bord, hein, qui sont dans certains services, qui vont donner juste les résultats de l'algorithme. Et donc, la question, c'est à quel point la décision médicale va être impactée par ce choix, ou est-ce que, eh bien, le médecin, qui a une part humaine aussi, hein, voilà, il y a plein de décisions de médecins qui ne sont pas uniquement dues à des datas qu'il reçoit. Comment va se prendre cette décision médicale? Et puis toutes les questions, mais là je vais laisser Mélanie répondre, de responsabilité derrière. Si ça se passe mal, voilà, la question de qui est responsable derrière et toutes les conséquences que ça peut avoir. Oui, vous avez répondu. C'est une des questions qui se pose, de savoir si le médecin peut prendre une décision autre que le résultat qu'on lui propose. Et quelle est sa légitimité à un moment donné de le faire. Donc, et donc en termes de responsabilité, évidemment, ça aura des incidences.